Bonjour et bienvenue sur Écho de Ferme, ton podcast pour comprendre les enjeux que traverse le secteur agricole français et s'interroger sur l'avenir de notre agriculture et de notre assiette. Je suis Sophie Dias et je t'emmène à la découverte de nos fermes, de leurs défis et des modèles agricoles de demain, en donnant la parole à des agriculteurs et des agricultrices passionnés. Installe-toi et bonne écoute. Pour ce tout premier épisode de la saison 3 d'Écho de Ferme, je suis allée à la rencontre de Marine Boyer, une jeune éleveuse aveyronnaise engagée notamment comme présidente de la FNCUMA, la Fédération nationale des CUMA. Marine ne devait pas reprendre la ferme familiale, mais elle est revenue pour s'installer et la faire perdurer. Et comme elle le dit si bien, reprendre un outil de travail, c'est aussi s'y engager. Alors, naturellement, elle s'est engagée. Car Marine va au bout de ce qu'elle défend, et cela se traduit dans son parcours et son engagement au sein du collectif des CUMA. Dans cet épisode, nous discutons sans filtre de préjugés, de l'univers du machinisme agricole, de la place des femmes en agriculture, mais aussi de ses premiers pas comme présidente à la FNCUMA. On se pose 1000 questions, alors que finalement, il ne faudrait s'en poser qu'une seule. Et pourquoi pas moi ? Cet échange est une bouffée d'air de détermination et de jeunesse, prête à faire bouger les lignes autrement. Promis, tu ne seras pas déçu. Alors, belle écoute. Bonjour Marine. Bonjour. Je suis très heureuse d'être avec toi aujourd'hui car tu es ma toute première invitée pour cette saison 3 d'Écho de Ferme. Alors merci de m'accueillir sur ta ferme pour parler de ton métier d'agricultrice, mais aussi de ton engagement pour l'agriculture. Merci d'être venue jusqu'à moi. Alors, avant de parler de ta casquette d'agricultrice et de ton engagement, Marine, la femme, tout simplement, elle aime quoi dans la vie ? Alors, la femme dans la vie, qu'est-ce qu'elle aime ? Elle aime être entourée, elle aime la vie, elle aime les animaux et elle aime le sport, beaucoup aussi. Mais voilà, elle aime rire, elle aime... Quel type de sport ? Le foot, beaucoup, forcément, puisque je l'ai pratiqué longtemps. Donc là, j'ai annoncé ma retraite, ça y est, je suis trop vieille pour le foot. Non, c'est une volonté personnelle. Et puis, j'aime bien, depuis petite, je cours partout, donc j'aime bien courir aussi, voilà. Donc plein de passions au-delà de l'agriculture. Mais bon, avant tout, une passionnée de l'agriculture. Comment tu es tombée dedans ? Alors, je suis tombée dedans depuis que je suis petite, parce que j'ai toujours grandi à la ferme, j'ai toujours joué à la ferme, beaucoup, avec ma sœur au fond des bois. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'avec ma meilleure amie, on s'est posé la question si aujourd'hui elle laisserait ses enfants à 6-7 ans jouer au fond des bois avec des branches énormes. Voilà, nous, on faisait ça avec ma sœur, on était tout le temps sur les tracteurs à pédales, etc. Et puis, quand on a eu l'âge de pouvoir atteindre les pédales du tracteur, alors on était sur le tracteur parce que mon papa adorait nous mettre sur le tracteur donc, pour l'aider, etc. Donc, depuis toute petite. Tu suivais ton papa dans le tracteur. Alors, quel est ton parcours ? J'ai un parcours d'études générales. Voilà, j'ai étudié en lycée polyvalent. Voilà, j'ai toujours... en fait, j'ai pas étudié en agriculture parce que mes parents voulaient que je fasse autre chose. Voilà, il y avait eu des étapes compliquées sur l'exploitation, la vache folle, des choses comme ça. Enfin, on n'a pas été touchés, mais je veux dire, ça avait eu des répercussions économiques. Et donc, en fait, mon papa avait 2 emplois, etc. Donc, en fait, mes parents n'ont jamais voulu qu'on fasse des études agricoles avec ma sœur. Donc, je suis partie dans le cursus général et j'ai fait informaticienne. Et puis ensuite, après, l'appel de la terre a été plus fort. Et donc, je suis revenue et je me suis installée. C'est une ferme familiale, du coup ? Oui, c'est la ferme de mon papa, la ferme aussi de mon beau-père, parce que je suis installée avec mon conjoint. Et voilà, et on a mutualisé, on a fait un GAEC, parce que pour des questions d'organisation, voilà, on est resté. Puis on est un bon binôme, donc on fonctionne bien. Elle est dans la famille depuis combien de temps, cette ferme ? Alors là, depuis 3 générations, du coup. Et en termes d'années, je ne saurais pas te dire en quelle année exactement elle a été créée. Du coup, il y avait déjà ton grand-père ? Oui, c'est ça. Mon grand-père, ouais. Et mon arrière-grand-père faisait un peu des deux, quoi. Voilà. D'accord. Il avait une autre casquette à côté ? Oui, c'est ça. Il était maréchal ferrant. D'accord. C'est pour ça qu'on est situé au bord de la départementale. C'est pour ça qu'on est situé au bord de la départementale. D'une route bien fréquentée à l'époque et même maintenant. Donc ta famille ne voulait pas forcément que tu prennes le flambeau, on va dire. Oui. Tu es partie en filière classique.
Quand tu as été diplômée, qu'est-ce qui s'est passé pour toi ? Alors en fait, j'ai eu mon job à la suite de mon stage de fin d'études. Donc en fait, dès que j'ai eu fini les études, j'ai embauché directement sur mon poste d'informaticienne, exercé pendant plusieurs années à Toulouse. Et en fait, c'est un job dans lequel je me sentais pas trop mal, mais à la fois je m'épanouissais pas beaucoup. Le fait d'être dans un bureau, devant un ordinateur, etc., c'était quelque chose qui vraiment me ressemblait pas. Et puis un jour, quand on a décidé de partir vivre une année à l'étranger, et donc j'ai fait un tuilage sur mon poste pendant 6 mois avec du coup celui qui reprenait ma mission. Et en fait, j'ai pu à ce moment-là en fait faire des missions. Disons que lui, il était vraiment sur l'ordinateur à faire le boulot de codage. Et moi, j'étais plus dans l'atelier avec les gens et tout ça parce que pour comprendre si les réglages étaient bons, etc., je faisais les tests grandeur nature et j'étais vraiment trop contente de faire ça et de plus être devant mon ordinateur. Donc, je me disais vraiment, ah ouais, vraiment, faut arrêter là avec ce métier d'informaticienne, ça te va pas du tout. Et donc, c'est pour ça que malgré que en quittant ce job, je savais pas encore que j'allais être agricultrice. Je savais en tout cas que j'allais pas redevenir informaticienne. Donc ça, c'était d'abord à Toulouse. Après, on est parti au Canada, un an au Canada, où au départ, j'avais un entretien d'embauche pour travailler de nouveau dans l'informatique. Et en fait, en faisant l'entretien, les Québécois, ils ont cette sorte de philosophie positive de la vie que nous, des fois, on n'a pas trop. Et en fait, le gars, il a senti que c'était mon élément, que je pouvais être productive, etc., douée dans mon métier, mais qu'à la fois c'était pas du tout ce que j'avais envie de faire, etc. Donc du coup, d'une approche hyper philosophique, l'entretien il a tourné en mode tu viens au Québec une année, il faut que tu profites du paysage, des gens, de la culture, etc. Et donc fais autre chose que t'enfermer dans un bureau, faire des heures pas possibles et tout ça. Et en fait, on a discuté de ça plus longtemps que ce qu'on a discuté du job. Et du coup, voilà, c'était nickel. J'étais partie sur faire des petits jobs avec mon conjoint là pendant un an. On a enchaîné les petits jobs et voilà, c'était parfait. Alors, et le retour en France, comment ça s'est passé ? D'abord, il y a eu la réflexion là-bas. Là-bas, on s'est dit, ah, mais quand on va revenir, est-ce que c'est une bonne idée En fait, est-ce qu'on vraiment on veut continuer dans nos métiers ? Est-ce qu'on veut retourner à Toulouse ? Est-ce qu'on veut retourner en appartement et tout ? Donc, une fois là-bas, on s'est dit, non, en fait, ce qu'on va faire, c'est que on va s'installer agriculteur. Et donc là, on a fait venir mes parents au Québec, ses parents aussi, pour leur annoncer. Donc là, ça a été un petit peu compliqué au départ, mais après, ils étaient trop fans. Et après, en rentrant, on a fait de suite les démarches. Là, on est rentré en 2015. On a de suite fait les démarches. Tout s'est emballé. 2015, on s'est engagé dans l'agriculture, tout ça. Et puis, 2017... donc, pour reprendre la ferme de ton père. Oui, et de mon beau-père. Et de ton beau-père. Donc, du coup... ton conjoint, il est aussi issu du milieu agricole. Oui. Donc, vous avez fusionné, on va dire... deux fermes. Et du coup, vous êtes installés à deux. Comment ça a été perçu par ta famille qui, finalement, pendant toute ta jeunesse, t'a dit « Tu feras pas agricultrice ?» Mon papa et mon beau-père aussi, ils étaient super fiers. Ça a redonné une seconde jeunesse. Non, ils étaient trop contents. Nos mamans étaient un peu inquiètes parce que ce soit moi ou que ce soit mon conjoint, on a un parcours, on a des études, on avait un travail installé, donc ça faisait un petit peu peur. Mais bon, après, tout le monde s'est mis dans le moule et c'était parti, quoi. Quelles difficultés tu as rencontrées au moment de ton installation ? Les difficultés, c'est surtout l'accès au foncier, où il y a eu pas mal de... Voilà, on sent que la pression foncière sur le territoire est assez importante, mais à la fois, c'est bon signe aussi, ça veut dire qu'il y a une vitalité d'agriculteurs et que... il y a de la demande. Il y a de la demande, voilà. Et c'est le principal. Après, tout ce qui était démarches administratives, tout ça, on s'y est pris à bras-le-corps. On savait que ça allait être compliqué, qu'il allait avoir des choses à faire, des papiers, etc. Mais ça, on s'y attendait. Voilà, c'est plus le côté pression foncière où on était moins prêts. Mais pourtant, vous avez repris exactement les mêmes surfaces, non ? Oui, plus des terres qui appartenaient aux voisins. Donc c'était sur ces terres-là où la pression était importante parce qu'on était plusieurs. Et puis aussi parce que, comme tu l'as dit, on n'était pas prévus à la reprise. Donc certains avaient miroité de l'agrandissement sur les terres de mon père, de mon beau-père, etc. Mais il faut savoir que quand on s'est installé, on a lâché du foncier qui, du coup, dans notre modèle,
on n'en avait pas besoin, donc on l'a laissé aux voisins, quoi. Oui. Bon, finalement, vous êtes installé donc du coup 2017, si j'ai bien suivi. Alors, présente-nous un peu ta ferme. Qu'est-ce que vous produisez ici ? Alors, on produit des vaches à viande, des vaches allaitantes. Avec un troupeau de 90 mères, on élève nos génisses. On a 2 taureaux, donc monde naturel, sur 135 hectares. On ne fait pas d'ensilage, on a un système tout foin. Voilà, donc c'est principalement que du foin. Voilà, on est sur un système broutard où les animaux vont et viennent dans l'exploitation. Oui, on l'a vu lors de la visite. C'est totale liberté. C'est totale liberté, voilà. Et on les appâte avec de la farine. Ça, j'ai bien compris. C'est ça. Donc, vache, ça a toujours été de la limousine ? Non, avant il y avait des charolaises, mais moi je n'ai pas connu ce temps. Donc de la limousine, ouais, depuis très très longtemps quand même. Et on aime beaucoup cette race, on aime beaucoup le caractère, etc. Donc on est content d'élever des limousines. On est sur combien en surface ? On est sur 135 hectares, ouais. D'accord, donc majoritairement pour l'alimentation animale. Alors on est autonome à 100%, c'était le projet aussi de base. Le projet de base, c'était de réfléchir là seulement pour qu'on soit autonome à 100%. Donc on cultive nos céréales qu'on transforme en farine. On a assez de fourrage et même on est autonome sur la paille pour la litière. Voilà. Et la seule chose qu'on achète finalement, c'est le sel. Les minéraux, sinon en fait tout le reste on le produit. Et c'était vraiment là la volonté. C'était d'être autonome à 100%, quoi. Donc tu produis donc des veaux, c'est du veau du Ségala du coup ? Non. On est dans le secteur du Ségala. C'est ça. Alors nous on est labellisé agriculture biologique, pas trop de filières, encore moins en ce moment. Donc on est sur de la vente en conventionnel. Mais en fait on ne s'est pas inscrit dans le label Veau d'Aveyron et du Ségala du coup. Et aussi parce qu'on est sur cette culture broutard où en fait on ne sépare pas les veaux des mères. Donc du coup on n'est pas sur une conduite qui permettrait d'être dans le label Veau d'Aveyron du Ségala. Donc toi tu vas plutôt avoir du broutard et ensuite travailler avec des maquignons. C'est ça. Avec de l'exportation peut-être dans d'autres pays tout à fait. Ou en France. Oui, mais ou en Espagne, en Italie. On est sur du jeune bovin, quoi, on va dire, qui s'en va, voilà. Sur la ferme, qui travaille du coup ? Qui travaille ? Loïc et toi, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et alors, on est 2 associés, Loïc et moi. Et très ponctuellement, même ponctuellement, on peut dire, on a une CUMA, mais là, on y reviendra sur ce que c'est une CUMA, mais une CUMA où on mutualise 3 salariés. Et donc, on peut les prendre c'est ça, on peut les prendre en mise à dispo ou alors sur nous ce qu'on appelle du service complet, donc de la prestation complète où ils viennent conduire le tracteur de la CUMA avec le matériel derrière. Qu'est-ce que tu aimes dans ton métier ? Ce que j'aime, c'est le cadre de vie, d'être dehors, d'être avec les animaux, en fait, m'émerveiller chaque matin du cadre dans lequel j'évolue. Puis parce que je vis en fait la vie dont j'ai rêvé. Donc en fait, j'ai aucun regret, des fois on me dit ça te fait pas peur, tu dois te lever tous les matins de toute ta vie. Alors non, prends des vacances des fois, donc. T'arrives à prendre des vacances ? Voilà, j'arrive à prendre des vacances. Mais non, c'est ça, c'est que voilà, et on en reviendra avec l'engagement, mais en plus en prenant l'engagement que j'ai pris, je réalise d'autant plus la chance que j'ai d'évoluer ici, quoi. Oui, tu vas nous raconter parce que tu es tombée dans le chaudron de l'agriculture, mais tu es aussi tombée dans le chaudron de l'engagement. Explique-nous d'où vient cet intérêt pour l'engagement au sens large. Alors, l'engagement, c'est un truc familial. Mes grands-parents ont toujours été beaucoup engagés, donc je les ai toujours vus dans les assos du village, au conseil municipal. Mais quand je dis mes grands-parents, c'est les 4, des 2 côtés. Et puis, mes parents, pareil, j'ai toujours vu dans les assos, dans le conseil municipal aussi. Mon père a été adjoint, voilà. Et mon beau-père aussi, pareil. Mais bon, je le connais quand même depuis longtemps. Je le connais depuis que j'ai 15 ans, donc voilà. Mais voilà, ça a toujours été quelque chose de fondamental de dire que si on veut qu'un territoire, surtout rural, soit dynamique, alors il faut s'y investir. Et donc, pour s'y investir, il faut s'engager, mettre du temps à profit pour ça, voilà. Donc du coup, tu t'es inspirée de ta famille finalement, qui t'ont fait découvrir l'engagement très jeune, au sein des CUMA déjà ? Alors,
Alors, au collège, ça c'est l'anecdote. Au collège, donc mon père a dit ça à ma mère il n'y a pas très longtemps. Mon père a dit, non mais depuis la maternelle, c'est une femme politique, Marine. Pourquoi? Mais je sais pas, j'avais peut-être ce côté un peu diplomate, j'en sais rien. Et en fait, au collège, il y avait les élections du conseil général junior. Donc à l'époque, le conseil général, c'était le conseil départemental. Donc le conseil départemental junior, qui existe encore, je crois, en Aveyron. Et donc j'ai été élue par mon collège et donc j'allais en plénière à Rodez. Donc avant Rodez, c'était le bout du monde pour nous. Et donc j'allais dans l'hémicycle et on a fait... donc j'étais dans la section prévention routière. Donc on a réalisé des clips, des trucs comme ça. Mais c'était hyper concret. Voilà. Et puis c'était... en fait, représenter mon collège, on montait un minibus avec d'autres représentants d'autres collèges du coin, on montait à Rodez, on allait siéger à l'hémicycle. En plus, on était parrainé par un conseiller général, donc ça a amené une dimension où on prenait part à la vie du département, alors que voilà, on avait 12-13 ans, quoi. Donc finalement, tu étais déjà piquée dès toute petite à l'engagement, quoi. C'est ça. Alors, on parle de CUMA. Alors, tu vas quand même nous présenter qu'est-ce que c'est une CUMA? Alors, une CUMA, c'est une coopérative d'utilisation de matériel agricole. C'est une coopérative, en fait, un lieu de vie où des agriculteurs et agricultrices se rassemblent pour mutualiser du matériel et aussi pour se rencontrer, discuter ensemble, voilà, créer des bons moments, réfléchir à des projets qui pourraient améliorer leur exploitation, des choses comme ça, mais réfléchir collectivement. Donc l'objectif, c'est pas forcément d'investir dans du matériel à titre individuel, mais de penser collectif finalement, et se dire on achète un nouveau tracteur à deux. C'est et ça. On le partage. Et on le partage. Voilà. Et aussi, ce qu'on va faire en CUMA, c'est mutualiser des salariés, comme j'expliquais tout à l'heure. Et donc, à travers la mutualisation de salariés, ça nous permet plusieurs choses. Ça nous permet de nous dégager du temps, mais aussi, en fait, ça nous permet de réaliser des tâches en plus lorsqu'on est sollicité, parce qu'un salarié va venir conduire notre matériel, etc. Donc, voilà, pour nous, c'est primordial. Et pour quelqu'un qui n'a pas forcément la capacité de prendre un salarié à 100%, au moins, ça lui permet d'avoir un soutien, mais sans porter tout le poids financier. Hein. Il y a quand même un enjeu économique derrière. Donc, c'est de la mutualisation positive. Oui. Ça date de quand, les CUMA? Alors, les CUMA, ça date de 1945. Donc 81 ans, maintenant on peut le dire. L'année dernière, on a fêté nos 80 ans et donc les CUMA ont été créés en fait par un ministre de l'Agriculture de l'époque, le premier après la guerre. Et donc ce ministre, donc François Tanguy Prigent, avait imaginé, si tu veux, des structures où les agriculteurs pourraient mutualiser les matériels qui arrivaient du plan Marshall et où chacun pourrait produire sur son exploitation pour redonner à la France justement cette capacité de production. Et donc il avait réfléchi que pour que toutes les exploitations puissent s'équiper de matériel, alors il faut avoir une capacité de mutualisation. Et donc ils avaient créé les CUMA. Et en parallèle de la création des CUMA, il avait réfléchi aussi, donc en même temps, à la création d'une fédération, donc celle que je préside, une fédération donc qui accompagne les CUMA dans l'administratif, la comptabilité, les projets, etc. Le but, c'était vraiment d'aller sur les agriculteurs doivent se concentrer sur ce qu'ils font dans leur champ et produire. Et à côté de ça, on emploie des gens qui vont aider les agriculteurs à gérer tout l'administratif, la comptabilité, etc., etc. Il y a combien de CUMA en France? Il y en a 10 000. Ah, ça fait du monde. Ouais, ça fait du monde. Ça fait un agriculteur sur deux. En France, 50% des agriculteurs adhèrent à une CUMA. C'est vraiment la continuité de l'exploitation. Donc, c'est souvent invisibilisé. C'est un réflexe que l'on a à l'installation, surtout dans les territoires d'élevage. On se pose pas trop la question. On a une partie du matériel en CUMA, c'est comme ça. Donc, la facture peut être plus ou moins grande, selon comment on mutualise. Mais l'essentiel est là quand même, c'est que la CUMA reste un outil essentiel pour aider à l'installation, mais aussi à la pérennité d'une exploitation, quoi. Alors, tu parles de territoire. Du coup,
il y a des CUMA qui sont répartis de manière homogène en France, ou il y a des territoires où c'est plus présent que d'autres? Voilà, donc il y a des territoires où les CUMA sont plus présentes, donc ce sera ouest, sud-ouest, la région Aura aussi, voilà, la région PACA, un peu des CUMA Viti, et le Grand Est, que ça se développe timidement, la Beauce, pas trop non plus. Et en fait, on observe ça plutôt sur des territoires d'élevage, où en fait, voilà, chacun va mutualiser plutôt sur des territoires d'élevage où en fait, voilà, l'idée de l'entraide. Je pense que c'est parce que l'idée de l'entraide est plus dans la culture, je dirais, des éleveurs. Voilà, où plus facilement on va être sur des actes de solidarité, etc. Voilà, moins sur l'aspect peut-être individualiste. Ouais. Oui, et puis après aussi, ça dépend des cultures qui sont produites. C'est ça. Voilà, il y a aussi des CUMA qui sont par thématique, notamment Oui. dans l'Aude ou Oui. autour en région PACA. On va avoir beaucoup de coopératives, enfin de CUMA orientés viticulture, par exemple. Voilà, ou arbo, ou maraîchage aussi en Haute-Garonne. Voilà, ça dépend en fait. Alors pourquoi tu t'es engagée en particulier dans les CUMA? Alors, Parce que des OPA, donc des organisations professionnelles agricoles, il y en a plein. Pourquoi et surtout que quand on est jeune et quand on arrive dans le monde agricole, elles viennent toutes toquer. Hein. Elles viennent toutes toquer pour... Engage-toi. Engage-toi. Tu veux pas t'investir dans machin, tu veux pas t'investir dans le truc. Et alors, pourquoi les CUMA? Parce que, comme l'agriculture, j'ai été piquée aussi plutôt jeune parce que même quand j'étais pas installée, j'ai aidé mon papa à faire... parce qu'il était trésorier de la CUMA. Donc j'ai aidé mon papa à faire les démarches ou à plier le courrier ou voilà, à faire 2-3 trucs. Et quand en fait j'ai repris son exploitation, il a dit tu reprends l'exploitation, tu reprends aussi la trésorerie. Et en fait, je n'ai même pas calculé si c'était forcé ou pas. Je dis oui, parce que en fait, toujours dans cette logique de toute façon, il faut s'engager. On prend un outil, donc il faut aussi investir dedans. Donc je dis oui, et en fait, je me suis mise. Donc j'ai repris le poste de trésorière. Je suis toujours trésorière de la CUMA. Et après, en fait, petit à petit, il y a des gens dans la CUMA qui sont... En fait, ils sont venus me voir et m'ont dit oui, viens voir ce qui se passe à la fédération départementale des CUMA de l'Aveyron. Et là, je me suis dit, ok, ouais, pourquoi pas. Et en fait, j'ai découvert un potentiel incroyable dans l'accompagnement des CUMA, le développement des projets, tout ce qui gravitait autour. Et en fait, ça m'a passionnée. Je trouvais que le potentiel de créativité, il était énorme. Et donc, je me suis dit, je veux m'investir. Donc, j'ai commencé à m'investir en Aveyron sur un mandat de 3 ans. Puis après, j'ai renchaîné sur un autre mandat où, du coup, je suis devenue secrétaire générale. Et pareil, le côté volet politique s'est un peu développé. Ou alors, et renaît de ses cendres, avait disparu et puis est revenu. Et là, je me suis dit, ok, en fait, j'aime bien, je veux monter à la région. Donc, je suis montée à la FR. Et après, il y avait une mission nationale qui se libérait. Donc, j'ai dit, moi, j'ai envie de voir comment ça se passe au national. Et j'ai enchaîné un petit peu les mandats comme ça. Et en fait, une fois arrivé au national, quand il a fallu refaire le bureau l'année dernière, Marine. je dis, non, pas Marine. Ah non, ils sont pas du tout venus me toquer. Non. Alors, ce qui était sûr, et pour tout le monde, peu importe le président qui y allait, c'était que j'allais être au sein du bureau. Parce que j'avais pris quand même sur le mandat précédent une place importante sur les sujets notamment juridiques. Voilà, tout le monde voyait mon engagement et moi je l'avais signifié en disant que je voulais vraiment participer activement à faire bouger les lignes et je voulais être actrice parce que voilà, donc je voulais être dans le bureau. Donc ça c'était acté, peu importe le président, j'aurais été dans le bureau. Et en fait c'est juste qu'à un moment donné, il y a une forme de latence en mode... certains voulaient y aller, mais en mode oui, je voudrais bien y aller, etc. Et là, je me suis dit, pourquoi pas moi? Et donc, j'ai proposé ma candidature. Mais au départ, ils n'étaient pas contents. Enfin, c'est pas qu'ils n'étaient pas contents, mais en fait, ils se sont dit, ouais, mais non, mais Marine, elle est trop jeune, c'est mort, quoi. Alors, rappelle-nous ton âge. Alors, j'ai 37 ans maintenant, mais j'avais 36 ans. 36 ans l'année dernière. Ouais, c'est ça, 36 ans. Et en fait, c'est juste que j'ai fait une campagne électorale. Et en fait, j'avais un programme. T'avais ça dans le sang, apparemment. Voilà, j'avais ça. Et donc, j'ai passé des coups de fil.
J'ai donné ma vision à chacun et petit à petit, ma facture de téléphone qui affichait d'habitude 2 heures d'appel par mois a affiché 15 heures. Et puis, voilà. Et puis, voilà, j'ai fait campagne et à la fin, ils ont dit, bon, ben, en fait, on te suit. T'es déterminée et on te suit. Donc, j'y suis allée. T'as osé. J'ai osé. J'ai beaucoup aimé le « et pourquoi pas moi ». Mais Bah on oui. y reviendra dans cette partie de l'engagement et de sa place. Aujourd'hui, du coup, tu as été élue il y a 1 an, donc en 2025, comme présidente de la Fédération nationale des CUMA, qu'on a expliqué le principe. Aujourd'hui, concrètement, quelles sont tes missions ? C'est déjà, quelle est la vocation de la Fédération nationale ? Parce que tu as les entités locales. À quoi sert la Fédération nationale ? Et toi, quelles sont tes missions dedans, en tant que présidente ? Alors, l'échelon national, il est comme dans tout échelon national d'OPA, c'est-à-dire qu'on va être sur les affaires publiques, les relations avec les ministères, on va être sur les évolutions du droit, des statuts. Voilà, nous, en l'occurrence coopératif, on va participer activement à la mise en lumière aussi du modèle coopératif dans son ensemble. C'est-à-dire que oui, on met en avant les CUMA, mais aussi on aide activement à la mise en lumière de la coopération en général en agriculture. Et voilà, et donc ça va être toutes ces affaires un peu d'ordre public, on va dire, et plus bien sûr les relations avec les autres partenaires, les autres OPA, les partenariats, etc., qui vont pouvoir se développer du local au national. Et après, une des missions qui nous tient à cœur quand même, c'est l'animation de tout un réseau. Voilà, puisque aujourd'hui, c'est quand même 55 fédérations. C'est beaucoup de gens qui travaillent au sein des fédérations. Et aujourd'hui, pour nous, il y a un besoin fondamental de les accompagner, d'animer tout ce réseau et de faire vivre un petit peu tout ce potentiel qu'il y a autour des CUMA. Donc ça, c'est pour la présentation. Tes missions, donc du coup, c'est de représenter la Fédération nationale et de faire l'animation de ce réseau. Là, ça va faire bientôt 1 an. C'est quoi le bilan que tu en tires ? Le bilan, il est quand même très positif parce qu'on a réussi à orienter des politiques publiques à notre sens. On a quand même créé un crédit d'impôt, donc c'est quand même assez concret et inédit pour les CUMA. On sent qu'il y a une belle visibilité aussi. On sent qu'on est sorti un petit peu de l'ombre, qu'on nous redécouvre comme vraiment un acteur majeur de l'agriculture et surtout là où on a des virages très importants à prendre, on se dit que le collectif est clairement une solution qui peut aider à l'installation, mais aussi à la pérennité des exploitations, à l'enjeu social aussi. On parle beaucoup de charge mentale, on parle beaucoup de bien-être, etc. dans son métier. Donc les CUMA se porte déjà auprès de la MSA Sentinelle, c'est-à-dire qu'on va on va détecter, mais en fait on va avec l'aide de la MSA on va former les agriculteurs qui sont en CUMA à détecter des cas qui pourraient être sensibles, etc., pouvoir leur venir en aide, etc. Donc en fait c'est ça, sentinelles, c'est le principe. Ouais, c'est ça. Et donc en fait il y a un enjeu on va dire économique. Aujourd'hui, on parle de rentabilité aussi dans les exploitations. Donc, en fait, c'est se dire que la mutualisation du matériel aide à améliorer la rentabilité d'une exploitation. Il y a un enjeu social, comme je te le disais. Et puis, en fait, tout ça, pour nous, il y a un enjeu aussi environnemental. Et tout ça, pour nous, en fait, ça s'inscrit fondamentalement dans tout ce qu'on demande aujourd'hui à l'agriculture. Donc voilà, il n'y a pas plus écolo que de partager un épandeur à 10, plutôt que tout seul. Si je te demande l'avenir de la CUMA, tu vois comment ? Forcément, tu le vois positivement. Ah oui, je le vois positivement. On est conscient que, en fait, il y a cette question de démographie agricole qui arrive de plein fouet, mais on se tient prêt, on réfléchit déjà à comment on va pouvoir aborder ce virage, voire ce mur qui va arriver. Ce qu'on constate quand même, c'est que plus le nombre d'agriculteurs baisse, plus nous, notre pourcentage de gens en CUMA. Donc ça ne veut pas dire qu'il y a plus de gens en CUMA, mais en fait, ce qu'on constate, c'est que le pourcentage d'agriculteurs qui restent en CUMA est plus important. Donc ça veut dire que quand même, ceux qui mutualisent sont les exploitations qui pérennisent le plus, Donc c'est quand même un signe fort et pour nous ça doit être entendu. Et d'ailleurs cette année ça a été entendu, comme je te l'ai dit, c'est positif parce que plus de visibilité, on est sur une nouvelle dynamique, on est une équipe, un bureau soudé, un conseil d'administration soudé, même je dirais un réseau soudé et ça c'est quand même très important. C'est une des dernières instances où
peu importe le syndicat, peu importe la politique, on laisse tout au vestiaire comme au sport. Et en fait, on évolue ensemble. Donc, c'est quand même une richesse folle. Et quand on demande une mobilisation du réseau, elle est totale. Et ça, c'est quelque chose d'inouï, quoi. C'est une force, en tout cas. Mm. Marine, j'ai envie d'enchaîner avec toi sur une troisième et dernière partie. Tu es agricultrice et engagée, mais on se pose toujours la question de comment trouver sa place quand on s'engage, mais aussi dans le milieu agricole. Et donc, j'ai envie d'aborder ce sujet avec toi. Il y a un an, qu'est-ce que tu t'es dit à la fin de l'élection quand tu as vu que finalement tu étais élue présidente? Juste après l'élection, alors déjà j'avais un mal de tête pas possible, la pression qui retombait. Mais non, mais juste après l'élection, je me suis dit ouf, waouh, ça y est, sacrée décision que j'ai prise là. Et donc je me suis fait un petit peu peur sur le coup. Et après, c'est plus le lendemain quand je me suis mis au travail. En fait, pendant le congrès, il y a eu 3 temps. Et en fait, le premier temps était les assemblées statutaires avec l'élection. Le deuxième temps était des visites de CUMA. Et le troisième temps était une journée anniversaire pour les 80 ans du réseau. Et sur la deuxième journée, en fait, moi, j'ai pas participé, vu que j'avais des sollicitations déjà pour des interviews, etc. J'ai pas participé à la visite des CUMA, mais le fait d'être avec les équipes et de pouvoir, travailler, etc., ça m'a mis dans le bain direct et j'étais complètement alignée avec ma décision, etc. Si je devais préconiser des choses pour s'engager, déjà bien connaître le terrain dans lequel on évolue. Forcément. Moi, je pense que, malgré certains qui disaient que c'était pas suffisamment, que j'étais pas assez vieille, mais à la fois, je trouvais que, j'étais là depuis bon nombre d'années, que j'avais fait mon, depuis toute petite, à faire des plis, des ouais, colliers, on a compris. Hein. c'est ça. Et donc, j'avais vraiment cette volonté de me dire non, mais je suis carrément en capacité. Après, il faut se former. Après, si tu soulèves un point important, tu as 36 ans, tu es une femme, tu es à la Fédération nationale, c'est quand même pas anodin. Non, puis faut le dire aussi, c'est la première fois qu'une femme est élue en 80 ans. Alors j'ai aussi battu le record d'âge. Et là, je pense à un ancien président qui m'a dit « Ah, tu m'as coiffé au poteau » parce que quand il a pris la présidence, il avait 41 ans. Et on disait déjà que c'était jeune. Donc là, 36, je l'ai coiffé au poteau, comme il dit. Mais dans un monde agricole où, évidemment, l'âge moyen augmente, c'est pas anodin, surtout quand après on se déplace et dans des événements on voit d'autres présidents, etc. C'est vrai que ça dénote un peu, mais à la fois ça amène un nouveau souffle, une nouvelle dynamique en fait, et ça donne, je dirais que, je prends pas le truc de dire je suis la porte-parole de la jeunesse agricole, mais en l'occurrence je fais partie aussi de cette jeunesse qui veut voir les choses bouger autrement. Et là où on a vu trop de latence un petit peu dans les représentations agricoles, c'est de redynamiser un peu tout ça et de forcer tout le monde à mettre un pas en avant et à faire le nécessaire, quoi. Et redonner aussi de la place aux femmes. Oui, aussi, c'est nécessaire, mais c'est clair. Mais tu vois, cet impact de la femme dans l'écumage, je ne l'ai jamais ressenti. Et pourtant, je sais à quel point ça peut être un frein. J'allais venir dessus parce que le milieu agricole est déjà vu par la société souvent comme masculin. Et si en plus on regarde à l'intérieur, dans l'univers du machinisme agricole, c'est pire. C'est encore pire parce qu'on a entendu, et je suis désolée, je l'entends encore, les tracteurs, c'est pour les mecs. Et oui. Donc bon, comment tu as prouvé finalement ta place en tant qu'agricultrice, toi ? Au départ, timidement. Un peu en mode oh pardon, je m'excuse de vous déranger, je suis désolée en fait de débarquer. Voilà, j'ai jamais été trop le caractère de dire oh je prends ma place, etc. Voilà, donc c'était vraiment le côté oui, ok, je comprends, mais bon maintenant je suis là, donc je suis là, quoi. Enfin voilà. Et en fait, petit à petit, en me formant et en participant aux réunions, en évoluant dans ces domaines-là, je me suis dit c'est pas être une femme ou être un homme, c'est être en capacité intellectuellement sur les dossiers, les choses comme ça, etc. Et là, je me sentais archi légitime, archi prête. Il y avait même pas de notion comme ça. Et les hommes que j'ai vus dans chaque conseil, beaucoup de bienveillance et tout ça. Et donc, je pense qu'on souffre beaucoup de stéréotypes. Et du fait que les machines, c'est pour les hommes, etc., etc. Mais dans un reportage, tu vois, d'Édouard Bergeon,
alors je sais plus le titre exact, mais Femmes de la Terre. Femme de la Terre. Ouais. Aussi, Il y a une des pionnières qui dit on a laissé nous échapper le machinisme, on l'a laissé aux hommes. Et pendant que nous, en fait, on avait la maison qui se modernisait, on a laissé les hommes partir au champ, alors qu'en fait, elles étaient dans les champs avant les hommes ou pendant que les hommes n'étaient pas là à une époque. Et du Pendant coup, les guerres, ouais, aussi. pendant les guerres. Et en fait, ce matériel était là aussi pour faciliter nos vies d'agricultrices. Et donc, en fait, c'est là où nous aussi, il faut qu'on retrouve une identité par rapport à la machine. Parce que pour moi, c'est une notion fondamentale. Monter sur le tracteur, c'est maîtriser son exploitation. C'est être agricultrice, quoi. Enfin, quand on est éleveuse et tout ça, enfin, quand ça nécessite le tracteur, moi, je trouve que c'est primordial, quoi. Tu as quand même dû, à force, t'imposer, hein, te Mhm. dire bah, finalement, maintenant, je suis présidente, maintenant, j'ai envie de défendre l'univers du machinisme agricole. Et je vais bien noter aussi cette notion que tu disais de donner finalement les opportunités aux femmes. Donc qu'elles osent, mais aussi qu'on puisse leur donner la place qu'elles méritent et qu'elles puissent aussi prendre en main aussi un peu leur destin en se disant bon, bah maintenant, j'ai plus de questions à me poser et j'y vais. Et Comme c'est ça. finalement, toi, tu as fait il y a un an. Oui, et tu vois, c'est comme le sujet d'aller sur de la féminisation positive. Je suis partagée sur le sujet parce que je me dis, est-ce que c'est une bonne idée d'aller chercher des femmes pour des femmes? Est-ce que c'est pas un peu dévalorisant, voilà, quand on dit, bah, je viens te chercher parce que t'es une femme et qu'on cherche des femmes, c'est jamais agréable. Je l'ai vécu, voilà, donc je sais que c'est jamais agréable, mais plutôt d'aller sur le potentiel humain, en fait. Et en fait, c'est ça. Et en fait, mais il y a plusieurs hommes qui me le disent. Ils me disent, ah, mais tu vois, nous, on a 2 femmes dans le conseil, mais on voit la différence. Avant, on n'était que des hommes. Maintenant, les discussions vont plus loin, etc. Donc, il y a un potentiel fort. Mais tu vois, nous, à la Fédération nationale, on a un boulot à faire encore immense, puisqu'on est 2 femmes. On est seulement 2 femmes pour 28 administrateurs, quoi. Donc voilà, il y a des choses à faire, mais il y a des choses à déconstruire, et notamment l'accès, la conduite de matériel, le matériel, c'est des choses à déconstruire. Ouais. Alors, on parlait de trouver sa place, toi, au sein de l'univers masculin, mais il y a aussi trouver sa place à la ferme, et du coup de trouver de la place, si je le dis comme ça, au quotidien. Comment tu gères, déjà, quelles sont les contraintes de ton engagement dans ton quotidien ? Alors, pour la place tout court dans la ferme, moi, j'ai jamais eu de problème parce que, on en revient au matériel, parce que j'étais chauffeuse depuis petite, je conduis des tracteurs, donc en fait, j'étais en maîtrise totale, et donc en fait, ça apporte une légitimité. Sur le territoire, dans l'exploitation, peu importe, quand on maîtrise toutes les tâches, il n'y a pas de débat de la place sur l'exploitation. Après, sur l'engagement, ça a été toute une réflexion. C'est-à-dire qu'avant même que je me propose candidate à la présidence, en fait, on a eu une conversation avec mon conjoint, avec Loïc, parce qu'il y a évidemment un gros impact sur la vie personnelle, professionnelle. Donc sur la vie personnelle, etc., il fallait que ça perturbe pas notre écosystème familial. Voilà, il fallait qu'on reste un couple soudé. Et puis sur l'aspect professionnel, il fallait pas que la ferme s'en sente dépourvue. Donc en fait, on a essayé d'estimer. Avant que je sois élue. Donc on a essayé d'estimer le temps passé, le temps que j'allais y passer, et de pouvoir voir comment on pouvait s'organiser. Et après, une fois que je me suis déclarée présidente, en fait, je me suis déclarée candidate à la présidentielle, en fait, il y a eu quand même, mettons, Macuma qui m'a dit non, mais nous, il y a 3 salariés, si on peut t'aider, on vous aidera. Voilà, mon cousin qui est aussi là, avec qui on fait beaucoup d'entraide. Donc, en fait, finalement, il y a une bonne organisation. Et aussi parce qu'à la base, en fait, on avait réfléchi l'exploitation pour pouvoir s'engager à l'extérieur. Oui, c'était déjà. C'est ça. Déjà, Loïc est investi dans le foot. Il était président du foot pendant de nombreuses années. Ça lui a pris aussi beaucoup de temps, enfin moins évidemment que moi aujourd'hui, mais voilà, on a toujours laissé une place pour l'engagement. Parce qu'aujourd'hui, tu fais pas mal de déplacements à Paris. Oui. Tu vas dans des assemblées générales. Oui. Voilà, tu te déplaces quand même assez régulièrement et quasiment chaque semaine. Oui, quasiment chaque semaine. Là, le mois de mai était un peu plus calme, puisqu'on est au mois de mai, mais et qu'il y a des ponts partout. Mais sinon, globalement, c'est toutes les semaines. Et ça varie de 1 à 5 jours, parce que là, tu vois, la semaine dernière, c'était 1 jour. La semaine prochaine, c'est 5 jours. Donc, voilà, ça dépend. Mais
En fait, c'est un engagement où, à la fois, quand on va sur un poste de président comme ça, il faut être sûr qu'on puisse être totalement dédié à la structure que l'on représente. Et à la fois, évidemment, bien sûr, pas mettre en péril notre exploitation, mais je pense que voilà, sur une responsabilité aussi importante, il faut être sûr que c'est pas la ferme qui passe en second plan, c'est pas vrai, mais il faut être sûr quand même qu'on est en capacité d'assurer un rôle euh, au sein de la fédération où on est là quoi. On est vraiment là. Mais après, lors de la visite, tu m'expliquais aussi que le but, c'est pas non plus d'être déconnecté au terrain. C'est ça. C'est un point sur lequel tu es exigeante. Je suis exigeante parce que avec moi-même déjà, parce que je suis pas parisienne, je suis aveyronnaise, que ma vie est en Aveyron, mes amis, ma famille, tout ça, mon écosystème est en Aveyron. Mon équilibre est en Aveyron, et donc en fait c'est pour ça que aujourd'hui moi ce que j'aime c'est le paradoxe aussi qui est de travailler à Paris et de revenir en Aveyron, de travailler en Aveyron, de revenir sur ma ferme, la maison, les vaches, enfin voilà, c'est magnifique. Et en fait je trouve que je suis privilégiée et que j'ai une chance inouïe de vivre ce contraste là aussi entre les deux vies quoi. Alors il faut aussi trouver sa place humainement parlant à l'intérieur de soi. Qu'est-ce que ça t'apporte, tout cet engagement ? Alors, ça m'apporte et ça... Comment on dit ? En fait, sur les premiers mois, mais je pense qu'il n'y a que peut-être les présidents qui peuvent comprendre ce que je vais raconter, parce que en fait, on est tellement sollicité ou tellement... mais pas sollicité, je parle pas médiatiquement ou quoi que ce soit. Hein. Je veux dire, le fait du conseil, des gens qui nous appellent constamment, les équipes, les élus, voilà, on est quand même beaucoup sollicité, ce qui fait que dans les premiers mois, en fait, j'ai constaté que le week-end, je rentrais et en fait, je me retrouvais seule et ça ne me dérangeait pas. Et alors que je suis quelqu'un de très sociable, j'ai des amis, je fais du foot, etc. Mais sur les premières semaines, je me suis vraiment... j'avais ce besoin de me retrouver seule. Alors au début, je le trouvais ça un petit peu bizarre, et puis au fil du temps, j'ai appris à l'accepter. Et là, je ressors. Là, je ressors le bout du nez. Non, mais au bout de 6 mois, quelque chose comme ça, j'ai ressorti le bout du nez. Mais voilà, au début, ça m'a amené de l'isolement, mais aussi à m'apprendre à me retrouver que moi. Et à plus être sollicitée, tu vois, 100% et tout. Et après, évidemment, c'est du développement personnel. Évidemment, après, tu te retrouver dans des situations où il te faut parler à la ministre, il te faut parler à des parlementaires, il te faut parler à des sénateurs, il te faut parler à d'autres présidents. Tu te retrouves des fois dans des rapports de force, des fois dans des conciliations. Et tout ça, en fait, c'est des choses nouvelles. Il faut y aller un petit peu avec j'ai fait un peu de coaching, donc j'y vais un peu avec les armes que j'ai de coaching. À la fois, j'y vais un petit peu des fois au feeling de ce que je ressens, etc. Mais tout ça, c'est une vie un petit peu nouvelle. Mais moi, une aventure, mais c'est ce côté-là où j'aime bien aussi, parce que c'est aussi tout vivre en accéléré. Des fois, je pars 3 jours à Paris, j'ai l'impression que je suis partie 15 jours, quoi. Tellement tout va vite, tout est condensé, les rendez-vous sont condensés, il y a des enjeux, il y a des machins et tout. Mais j'aime bien cette pression-là, j'aime énormément travailler, donc j'aime bien cette pression-là, et j'aime bien produire, j'aime bien... Mais c'est vrai que ça demande de l'énergie, quoi. Oui. Et surtout aussi sur les premiers mois, j'étais fatiguée aussi. J'ai eu un coup de mou à 6 mois d'élection, j'ai eu un coup de... Je suis fatiguée, et puis après c'est reparti. Mais... Ça semble normal. Ouais, je pense, ouais. Donc la Marine après engagement, quand même totalement différente. Pas totalement différente, non. Pas du tout même. Tout mon entourage, je dirais que je suis restée vraiment la même. Ah, au contraire. Ouais, au contraire. Je suis restée complètement pareille. J'ai pas de difficultés sur le territoire. J'ai pas de... voilà. C'est pas que j'avais pas envie de me montrer au début. C'est juste que j'avais ce besoin d'être seule. Mais c'était pas un besoin de me cacher parce que j'avais l'impression que j'étais devenue quelqu'un ou quoi que ce soit. C'est pas du tout ça. C'était vraiment juste que j'avais besoin de me retrouver. Mais sinon, non. Tout mon entourage, je dirais que je n'ai pas du tout changé. Aucun changement, mais plein d'acquis à l'intérieur qui viennent s'ajouter. Comment tu vois la suite de tes engagements ? C'est marrant. Oui, c'est ça. C'est marrant parce que c'est une question qu'on me pose beaucoup. Alors que je suis à 1 an de mandat, que j'aimerais bien en faire 2, donc de rester potentiellement 6 ans à la présidence de la FNCUMA. Mais après, je sais pas.
En fait, c'est pas que je sais pas, mais c'est que, évidemment, que j'ai du mal à me dire, bon, après, tu retournes chez toi et puis voilà. Mais à la fois, j'ai pas d'ambition personnelle à aller quelque part ou quoi que ce soit. Si je reviens ici, j'ai de l'équilibre ici. Si je fais quelque chose d'autre, je ferai quelque chose d'autre. En fait, je suis tellement focus Kuma en ce moment. Parce que ça fait 1 an et que je suis encore dans la prise de... Enfin, je suis plus dans la prise de fonction, mais je suis... C'est encore les débuts. Ouais, c'est les débuts et tout ça. Et je suis tellement focus sur le potentiel qu'on a encore à donner, la créativité qui reste à mettre à l'intérieur, que j'ai pas du tout de place pour me dire et qu'est-ce que je vais faire après ça, quoi. Mais Marine, en 2050, si on va ouais. bien, elle sera encore engagée, j'imagine. Ouais, mais oui. Au niveau local, soit... ouais, c'est ça. Que ce soit national ou local, j'aurai toujours une forme d'engagement, c'est certain. Et à la ferme, c'est quoi la suite dans les projets ? Alors, les projets, on est sur des projets de bâtiments. On aimerait bien agrandir un petit peu, se donner un peu plus d'espace au niveau des bâtiments. Voilà, pas forcément agrandir l'exploitation en tant que telle, on est bien. C'est juste, voilà, se donner du confort de travail, toujours, voilà. Et puis, voir si un jour on diversifie un petit peu l'activité. Mais ça reste dans notre petit cocon secret. Voilà. Comme les trailers, vous saurez très vite bientôt. Non, pas ça. Mais voilà, pour le moment, on veut juste que ça ne déstabilise pas, en tout cas, un cadre de vie. Parce qu'on l'a voulu viable et vivable, cette ferme. Et donc aujourd'hui, on veut pouvoir continuer à partir en vacances librement. Voilà, pas se contraindre non plus. 2026, c'est l'année internationale des agricultrices. Quel est ton avis sur la place de la femme ou, de manière générale, qu'est-ce que tu ressens, toi, en tant que jeune agricultrice engagée ? Alors, je ressens qu'il y a 2 discours. Il y a les discours de « il n'y a pas de sujet, moi j'ai ma place, tout va bien ». Il y a le discours de « je souffre beaucoup ». Ça, je l'entends aussi. J'ai aussi des femmes qui m'écrivent sur les réseaux sociaux pour me dire qu'elles sont admiratives parce qu'elles se sentent vraiment oppressées par le monde masculin, etc., etc. Donc, j'entends les 2 discours et malheureusement, je crois les 2. Mais voilà, je trouve que déjà, pour prendre sa place, je pense qu'il faut aussi... faire un travail personnel et c'est ce que j'ai fait moi en fait. J'ai fait un travail, je te le disais, j'ai fait du coaching pendant 5 semaines, c'est aussi ce qui m'a permis de me développer sur le leadership, etc. Des formations aussi parce que en fait on est en capacité d'amener les sujets, d'amener les dossiers, tout ça. Formons-nous, éduquons-nous, ça va bien se passer. On le fait pour les enfants, on le fait pour tout le monde. Donc, on l'a toujours fait, on le fera. Et après, c'est juste que ne pas être timide, quoi. Ne pas être timide sur l'engagement, ne pas se poser des questions parce que c'est ça aussi une femme par rapport à un homme. Un homme se pose une question quand une femme s'en pose 1000. Donc, il faut apprendre à éliminer 999 et à en s'en poser qu'une et puis y aller en fait. Et ça, c'est le plus dur. Et même moi, à mon niveau et même avec le travail que j'ai fait, etc., je me pose quand même 1000 questions, etc. Mais en fait, ce qui m'aide, c'est communiquer à droite, à gauche, quand je sens que j'ai un moment où j'hésite sur quelque chose, je prends mon téléphone, j'appelle quelqu'un qui me rassure ou quoi que ce soit, que je sais qu'il va me réconforter, entre guillemets. Mais voilà, c'est communiquer, ne pas rester dans sa bulle, etc. C'est s'ouvrir. S'entourer, ouais. C'est ce que tu conseillerais à une agricultrice qui hésiterait à s'engager ? Bon, déjà si elle hésite, c'est qu'il faut qu'elle s'engage. Parce qu'en fait, on ne peut pas hésiter à s'engager. Si on hésite à s'engager, c'est que on se pose les fameuses 1000 questions, donc tu en effaces 999 et tu dis la première question, est-ce que je veux m'engager ? Oui, donc j'y vais. C'est ça la première question, c'est est-ce que je veux m'engager ? Oui. Après, c'est est-ce que j'ai le temps ? Est-ce que j'ai ci ? Est-ce que j'ai les capacités ? Est-ce que j'ai ça ? Mais toutes ces questions-là, tu les effaces. Tu veux t'engager ? La mission te plaît ? Vas-y. Pourquoi tu attends ? Voilà, c'est vas-y, oui. Marine, on arrive à la fin de cette interview et j'ai toujours la même question pour tout le monde. Si tu avais un seul message à laisser à toutes les personnes qui nous écoutent, quel écho voudrais-tu leur laisser ? Je voudrais leur dire qu'il y a encore une capacité pour que les agriculteurs et les agricultrices restent à la tête de leur exploitation, qu'on peut faire face à toute cette délégation de travaux qui arrive et qui nous envahit, que l'agriculture a un avenir, mais qu'il faut laisser une chance à cet avenir et que donc il faut réorienter les politiques publiques et donner une réelle vision à l'agriculture. Mais en fait, en tout cas, j'aimerais dire aux gens qu'il y a un vrai potentiel agricole en France et qu'on est vraiment en capacité de l'amener
et surtout à travers les collectifs, du coup. Mais voilà, et de donner cet espoir qui existe, parce que moi, sinon, je ne me serais pas engagée en CUMA et engagée dans les collectifs agricoles si je me disais, bon, de toute façon, il y a zéro espoir, on va tous disparaître. Donc non, pour moi, il y a encore du potentiel. Y croire. Oui, y croire, et parce que faites de l'agriculture, c'est un métier fabuleux, vous allez vous régaler. Très beau message. Marine, je te remercie pour ton accueil à la ferme, le fait d'avoir pris du temps pour m'accueillir. Avec plaisir. Et bravo pour tout ton parcours et tous les messages que tu transmets. Pour ma part, je te dis à bientôt. À bientôt, merci à toi. J'espère que tu auras trouvé de la valeur dans cet épisode et matière à réflexion pour ton prochain débat à table. Un immense merci pour ton écoute. N'oublie pas de me laisser un avis et de partager mon podcast pour me soutenir. Je compte sur toi et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode sur Écho de ferme.